Une serveuse modeste prit soin d'un garçon abandonné ignorant qu'un père célibataire millionnaire l'observait. La serveuse prit soin d'un bébé abandonné, ignorant qu'il était le fils perdu d'un père célibataire milliardaire qui allait changer sa vie. La pluie tombait à verse cette nuit-là, traçant des stries floues sur les fenêtres du restaurant routier. Les néons grésillaient faiblement au-dessus de l'enseigne, ouverte. Vacillante, bien qu'il n'y eût pas eu de clients depuis plus d'une heure. À l'intérieur, l'endroit était calme, hormis le bourdonnement du réfrigérateur et le doux cliquetis de la vaisselle tandis qu'Anna essuyait le comptoir, fredonnant une vieille berceuse. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. 22h47, plus que quelques instants avant la fermeture. Le tonnerre gronda sourdement au loin, et puis, un son. Un faible cri, ne venant ni de la cuisine, ni du parking. Il était aigu, étouffé et déchirant. Anna se figea, chiffon à la main, le cœur battant la chamade. Elle tourna la tête vers la porte. Le voilà de nouveau. Un bébé. Elle se précipita vers l'entrée, la confusion plissant son front. En ouvrant la lourde porte vitrée, une rafale de vent et de pluie s'engouffra, la glaçant jusqu'aux os. Et alors elle la vit. Une femme, trempée jusqu'aux os, le visage dissimulé par une capuche, berçant un panier emmailloté dans des couvertures. Elle regarda par-dessus son épaule une fois, deux fois, avant de s'avancer et de déposer doucement le panier aux pieds d'Anna. « Attendez » commença Anna, s'avançant instinctivement, mais la femme leva une main tremblante. Sa voix sortit en un murmure précipité, paniqué, désespéré. « S'il vous plaît, protégez-le. N'appelez pas la police. Quelqu'un le cherche. » Anna ouvrit la bouche pour poser 100 questions, mais la femme avait déjà tourné les talons et disparu dans la tempête. « Et, attendez » cria Anna, courant quelques pas sous la pluie. Rien, juste l'obscurité. Elle était partie. Frissonnante, trempée et abasourdie, Anna baissa les yeux. Le panier était un couffin en osier souple, humide mais soigneusement enveloppé dans d'épaisses couvertures. De l'intérieur, le cri retentit, à nouveau, doux, effrayé. Le cœur battant à tout rompre, Anna s'accroupit et souleva le bord de la couverture. Un bébé. De grands yeux clignotant vers elle, des joues rouges, humides de larmes. Peut-être 10, 12 mois tout au plus. Oh, mon Dieu, souffla-t-elle, tendant des mains tremblantes pour le soulever. Il était froid, si froid. Elle le serra contre sa poitrine, lui frottant le dos, murmurant des mots apaisants qu'elle n'avait pas utilisés depuis des années. « Ça va, bébé. Il te tient. Tu es en sécurité maintenant. » Le bébé se calma légèrement, se nichant contre sa chemise trompée. De retour à l'intérieur du restaurant, Anna attrapa une serviette propre et l'enveloppa étroitement, le berçant doucement tandis que son esprit s'emballait. Que venait-il de se passer? Qui était cette femme? Pourquoi quelqu'un abandonnerait-il un bébé comme ça? Elle baissa les yeux sur le minuscule poignet qui dépassait de la serviette. Quelque chose de métallique brillait sous la lumière fluorescente. Un bracelet. Petit, en argent, délicat. Gravé dessus, un seul mot. Noah. Elle le fixa, le souffle coupe. Noah, murmura-t-elle. Il la regarda avec de grands yeux confiants, son pouce trouvant sa bouche, tremblant encore faiblement. Pendant un long moment, Anna resta assise là, sur le sol du restaurant, tenant l'enfant contre sa poitrine, le monde extérieur oublié. Son pouls ralentit, la respiration du bébé se stabilisa, et quelque chose changea. Elle n'avait aucune idée de qui était Noah, d'où il venait, ou pourquoi quelqu'un voulait le garder caché. Mais d'une manière ou d'une autre, au milieu de cette nuit pluvieuse, tenant l'enfant d'une inconnue dans ses bras, Anna ne savait qu'une chose avec certitude. Elle n'allait laisser rien lui arriver. L'appartement était petit, une simple pièce au papier peint qui se décollait, avec un radiateur qui grinçait et une vue sur le mur de briques voisin. Le plancher craquait à certains endroits, la plomberie gémissait quand il faisait froid, et l'air portait une légère odeur de vieux livres et de café fort. Mais pour Anna, c'était chez elle. Ou du moins, ce qui s'en rapprochait le plus qu'elle ait jamais connu. Elle déposa doucement le bébé, Noah, sur son canapé usé, calant soigneusement des oreillers autour de lui et l'enveloppant dans la couverture la plus douce qu'elle possédait. La couverture avait un coin effiloché et un motif d'étoile délavé, mais elle était propre et chaude. Noah ne bougea pas beaucoup. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme lent d'un sommeil profond, et une petite main s'agrippait encore fermement au bord de sa chemise, même dans son sommeil. Anna se laissa tomber sur le sol à côté de lui,
les genoux ramenés contre sa poitrine, les bras étroitement enroulés autour. Elle ne remarqua même pas le linoléum froid sous elle. Son regard resta fixé sur le bébé, étudiant chaque détail. Ses cils doux, la courbe de sa bouche, le petit tressaillement de son pied. Il paraissait si fragile, si nouveau, si confiant, et tellement semblable à elle, il y avait bien longtemps. Anna et il avaient été abandonnés sur le seuil de l'orphelinat, Saint Maries Home for Children, alors qu'elle n'avait que 3 mois, enveloppée dans une couverture d'hôpital. Pas de mots, pas de nom, juste un bébé aux grands yeux et sans place dans le monde. Les religieuses l'avaient appelée Anna. Le nom de famille, et il venait du nom de la rue où elle avait été trouvée. Elle n'avait aucun souvenir de sa famille biologique, pas de photographie, pas d'histoire, juste un dossier avec des détails épars et une histoire qu'elle n'avait jamais demandée mais qu'elle portait comme un bagage invisible. Grandir à l'orphelinat avait été supportable. Pas cruel, exactement, mais pas aimant non plus. Il y avait toujours trop d'enfants et jamais assez de mains. Les repas étaient servis à heure fixe, les vêtements donnés dans des sacs poubelles noirs, et les anniversaires célébrés avec des cupcakes achetés en magasin et des noms écrits en glaçage par des gens qui ne connaissaient pas vraiment l'enfant derrière eux. Anna avait appris très tôt à être invisible. Elle n'était jamais la plus bruyante, jamais la plus mignonne, jamais celle qui faisait une scène ou attirait l'attention. Elle était la fille silencieuse aux grands yeux et aux mains prudentes, observant toujours, attendant toujours quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Elle regardait les enfants autour d'elle être adoptés, un par un. Des couples souriants entraient avec des espoirs et repartaient avec de petites mains serrées dans les leurs. Anna restait. Les années passèrent, les saisons changèrent, et elle resta. Au moment où elle eut 18 ans, elle y était habituée. Elle emballa ses affaires dans un sac de sport d'occasion et partit dans le monde avec un billet de bus, un emploi au salaire minimum l'attendant dans un restaurant, et le genre d'indépendance qui ne ressemblait pas à de la liberté, juste à l'absence de quiconque pour la rattraper si elle tombait. Depuis lors, elle avait vécu d'un salaire à l'autre, sautant d'une location bon marché à une autre, toujours assez pour survivre, jamais assez pour rêver. Elle ne sortait pas, ne fréquentait personne, n'espérait pas, car à quoi bon? Mais maintenant il y avait un bébé dormant sur son canapé, un bébé avec un nom gravé sur un bracelet en argent, un bébé qui s'était agrippé à sa chemise comme si c'était le seul endroit sur le monde, un bébé qui n'avait pas demandé à être abandonné. Anna tendit la main et écarta doucement une boucle de son front. Ses doigts tremblaient en s'attardant là. Noah remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Une douleur sourde gonfla dans sa poitrine, une qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de la douleur, exactement. C'était quelque chose de plus ancien, de plus doux, comme un chagrin enveloppé d'espoir. Elle se souvenait d'être restée éveillée enfant, écoutant les autres murmurer à propos de leur vraie maman, et peut-être qu'un jour, peut-être que leur maman reviendrait, peut-être qu'ils seraient adoptés, peut-être qu'ils étaient juste perdus, pas abandonnés. Anna n'avait jamais cru, ou peut-être. Mais Noah, il avait encore du temps, il avait encore de l'espoir, et pour ce soir, pour l'instant, il l'avait elle. Elle pensa à la femme sous la pluie, la panique dans sa voix, la façon dont elle avait regardé Anna dans les yeux et lui avait confié quelque chose de si précieux. S'il vous plaît, protégez-le. N'appelez pas la police. Quelqu'un le cherche. Anna n'était pas naïve. Elle savait ce qu'elle aurait dû faire. Signaler le bébé, appeler les services sociaux, laisser le système s'en occuper. Mais le système l'avait élevée, et elle savait exactement ce qu'il prenait aux enfants et ce qu'il ne parvenait pas à donner. Sécurité, stabilité, amour. Noah n'avait pas besoin de paperasse. Il avait besoin d'une personne. Elle se leva doucement et se dirigea vers la kitchenette, où elle avait laissé tomber son manteau et son sac plus tôt. Elle sortit le biberon qu'elle s'était empressée d'acheter à la pharmacie de garde et le réchauffa dans une casserole d'eau sur la cuisinière. Ses mains bougeaient instinctivement maintenant, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Elle retourna vers le canapé, soulevant doucement Noah dans ses bras. Il remua, puis laissa échapper un léger soupir, sa tête reposant contre sa poitrine. Anna le berça lentement, lui murmurant à travers le silence. « Je ne sais pas qui tu es vraiment. » murmura-t-elle, ni ce qui va se passer ensuite, mais je sais que tu n'es pas seul. Elle le serra plus fort. Tu aimas. Au moins pour l'instant, et pour la première fois de sa vie d'adulte, Anna ne se sentait pas seule non plus. Le soleil du matin filtrait à travers les lattes des stores d'Anna, projetant des lignes dorées sur sa cuisine encombrée.
Des grains de poussière flottaient paresseusement dans la lumière tandis que le bourdonnement du réfrigérateur rompait le silence. Anna se tenait pieds nus au comptoir, ses cheveux en désordre après une autre nuit blanche. Dans ses mains, elle secouait doucement un biberon rempli de lait maternisé chaud, attendant la bonne température. Elle le tapota contre l'intérieur de son poignet, comme elle l'avait fait une demi-douzaine de fois au cours des 2 derniers jours. Sur le sol à côté d'elle, niché dans un siège auto d'occasion au motif de dessins animés délavés, Noah babillait doucement, se frottant les yeux avec de minuscules poings. Ses jambes donnaient des coups de pied paresseux tandis qu'il regardait la poussière danser dans la lumière du soleil, complètement satisfait dans son petit coin du monde. La télévision murmurait en arrière-plan, les nouvelles du matin. Anna ne prêtait pas attention, laissant simplement les voix remplir l'espace silencieux. Ses pensées étaient encore à moitié endormies, concentrées uniquement sur le petit monde devant elle, le biberon, le bébé, la douce routine des soins. Puis, elle l'entendit. En dernière minute ce matin, le milliardaire de la tech Benjamin Moore a lancé un appel public éploré suite à l'enlèvement de son fils d'1 an, Noah Moore. Sa main se figea en plein mouvement, le biberon glissa dans sa prise et faillit tomber. Elle le rattrapa juste à temps, mais son souffle s'était arrêté. Lentement, comme si son corps savait déjà ce que son esprit refusait de croire, elle se tourna vers la télévision. Une présentatrice soignée regardait solennellement la caméra, sa voix calme mais urgente. Derrière elle, des images défilaient, des gyrophares de police devant une immense demeure, des agents de sécurité derrière un ruban jaune, des cars de reportage se pressant aux portes. Les autorités ont confirmé que Noah Moore a été enlevé de son domicile tard dans la nuit dernière. Poursuivit la présentatrice. Il n'y avait aucun signe d'effraction, et les premiers éléments indiquent une possible affaire interne. Monsieur Moore a offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant au retour sain et sauf de son fils. Puis, les images passèrent à un clip en direct. Benjamin Moore, debout derrière un pupitre, son visage habituellement composé marqué par l'épuisement et le désespoir, sa veste de costume tombant maladroitement sur ses épaules, ses yeux injectés de sang. « Si quelqu'un là-bas a mon fils, dit-il, agrippant le pupitre si fort que ses jointures devinrent blanches. S'il vous plaît, ramenez-le à la maison, il est tout ce que j'ai. » Le souffle d'Anna se brisa. Elle baissa les yeux, lentement, à contre-cœur, vers le bébé dans le siège. Noah, même âge, même nom, même cheveux bruns doux et grands yeux curieux. « Non, murmura-t-elle. Elle le prit dans ses bras, tremblant presque maintenant, et écarta la couverture. Le bracelet en argent brillait à son poignet. Noah. Le nom était gravé dans le métal en une écriture douce et élégante. Ses doigts le tracèrent tandis qu'un frisson parcourait son corps. Elle se retourna vers l'écran. Maintenant, la présentatrice montrait une photo officielle, bébé Noah Moore dans une grenouillère bleu pâle, assis sur les genoux de quelqu'un. L'image était légèrement floue, mais la ressemblance était indubitable. Même petite fossette au menton, même légère tache de naissance près de l'oreille gauche, même garçon. Ses genoux cédèrent et elle s'affaissa sur le canapé, serrant Noah contre sa poitrine comme si quelqu'un pouvait essayer de le lui arracher à tout moment. Il laissa échapper un léger rire, tendant la main vers la chaîne autour de son cou. Il ne comprenait pas. Il était en sécurité, au chaud, nourri, aimé. Mais Anna était en train de s'effondrer. Qu'est-ce que cela signifie? Repensa-t-elle à la femme du restaurant. Les vêtements trempés, les yeux hagards, le murmure précipité. S'il vous plaît, protégez-le. N'appelez pas la police. Quelqu'un le cherche. Anna avait supposé qu'elle était la mère, mais ceci changeait tout. Cette femme n'était pas un parent désespéré abandonnant son enfant. Elle le cachait de quelque chose ou de quelqu'un, et maintenant Anna en faisait partie. Elle aurait dû aller à la police. C'était son instinct, mais la peur de la femme avait été réelle, tangible. Elle l'avait supplié, lui avait fait confiance, et dans sa propre peur et confusion, Anna avait écouté. Maintenant, cette décision pesait lourdement sur sa poitrine. Elle serra Noah plus fort, sa joue chaude contre sa clavicule, sa respiration douce et régulière. Des larmes lui brûlèrent les yeux. « Je ne savais pas, » lui murmura-t-elle. « Je ne savais pas qui tu étais. » Noah émit un son doux, ses doigts se crispant autour de sa chemise. À l'écran, la voix de Benjamin Moore retentit à nouveau. « Il est tout ce que j'ai. » Anna pressa ses lèvres sur le haut de la tête de Noah.
Elle n'était pas prête à appeler la police, pas encore. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé et pourquoi cet enfant, ce précieux garçon, avait été placé dans ses bras par une femme suffisamment terrifiée pour disparaître dans la nuit. Parce qu'au fond d'elle, Anna savait que ce n'était pas un simple cas d'enlèvement. C'était un avertissement, un plaidoyer, une tentative désespérée de garder un enfant en sécurité. Et pour l'instant, pour ce moment, Noah était en sécurité avec elle. Elle le protégerait, quoi qu'il arrive. Le bureau était silencieux, hormis le tic-tac d'une horloge murale minimaliste et le faible bourdonnement du trafic urbain au-delà des baies vitrées. Depuis sa suite pentouse au centre de Manhattan, Benjamin Moore se tenait seul, contemplant la ligne d'horizon qu'il dominait autrefois avec une autorité tranquille. À 35 ans, il était un prodige de la technologie devenu milliardaire, fondateur de Moore Vantage, l'une des sociétés d'investissement privées les plus prospères du pays. Il avait bâti des empires, négocié des accords de plusieurs milliards de dollars avant le petit déjeuner et avait été salué comme l'un des plus jeunes magnats autodidactes de sa génération. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, pas sans Noah. Il se frotta le visage des deux mains, l'épuisement s'enfonçant profondément dans ses os. Sa chemise sur mesure flottait davantage ces jours-ci. Sa mâchoire, autrefois rasée de près et acérée, était maintenant ombrée par des jours de barbe. Ses yeux, autrefois alertes et calculateurs, étaient obscurcis par quelque chose de bien plus lourd. Le chagrin. Noah avait disparu depuis 4 jours. 4 jours depuis que Benjamin était sorti pour un appel de 30 minutes avec des investisseurs internationaux, laissant son fils aux soins de la seule nounou en qui il avait confiance. 4 jours depuis qu'il était revenu pour trouver la nurserie vide. Aucun signe de lutte, aucune fenêtre brisée, aucune demande de rançon. Juste le silence. La police avait fouillé la maison, les médias avaient échafaudé leurs théories, des enquêteurs privés étaient déployés à travers le pays, et pourtant rien. Benjamin ne s'était jamais senti impuissant auparavant. Il ne croyait ni au destin, ni à Dieu, ni au miracle. Il croyait aux données, à la logique, au contrôle. Mais ça, c'était le chaos. C'était une douleur que les statistiques ne pouvaient toucher. Il se détourna de la fenêtre et se dirigea vers la chambre de Noah, le seul espace du Pentouse resté intact depuis cette nuit-là. Les murs étaient peints d'un double ciel. Des animaux en peluche étaient sagement alignés le long du berceau. Un mobile doux tournait lentement au-dessus, tournant encore à cause du courant d'air lorsque Benjamin ouvrit la porte. Il s'enfonça dans le fauteuil du coin, celui dans lequel il berçait Noah pour l'endormir, et fixa le berceau vide. « Où es-tu, mon grand ?» murmura-t-il. Des images de son fils emplissaient son esprit. Le sourire endormi de Noah, ses premiers pas chancelants, la façon dont il riait chaque fois que Benjamin faisait des bruits d'animaux ridicules. Il avait promis à Noah qu'il le protégerait toujours, et il avait échoué. Son esprit revint à Célia, sa femme. Elle était morte de complications lors de l'accouchement. Il n'avait été marié que 2 ans. Noah était tout ce qui lui restait d'elle. Après la mort de Célia, Benjamin s'était enseveli sous le travail. Mais chaque fois qu'il rentrait à la maison et voyait le visage de Noah, cela lui rappelait que l'amour ne devait pas mourir avec la perte. Il pouvait évoluer. Il pouvait survivre. Il avait essayé d'être à la fois mère et père, protecteur et pourvoyeur, et maintenant il n'avait plus rien. Le monde extérieur le pensait maître de lui, stratégique, concentré. Mais en coulisses, Benjamin s'effondrait. Il ne répondait plus aux appels. Son conseil d'administration ne l'avait pas vu depuis des jours. Il refusait toutes les interviews. Il ne faisait qu'une chose, chercher. Chaque nuit, il examinait les enregistrements, parcourait les tuyaux et parlait aux détectives. Il payait des pirates informatiques pour fouiller le dark web, espérant trouver la moindre trace. Il offrait une récompense de 10 millions de dollars, sans poser de questions. Toujours rien. Et bien qu'il ait dit à la presse qu'il croyait Noah vivant, une partie de lui, sombre et lourde, commençait à en douter. Un léger coup interrompit le silence. Et Moore, son chef de la sécurité, Daniel, entra. La police. Ils n'ont toujours aucune piste. Mais nous avons trouvé quelque chose d'étrange sur le système IN. Turn. Benjamin se leva immédiatement, l'attention parcourant son corps. Qu'est-ce que c'est? Nous avons trouvé une faille. Le système de la maison enregistre chaque mouvement à travers les portes intelligentes, n'est-ce pas? Il y a une interruption de 15 minutes sur le flux de la caméra du rez-de-chaussée, à l'heure exacte où Noah a disparu.
Les yeux de Benjamin se rétrécirent. Un terme? Daniel hoka la tête sombrement. On dirait quelqu'un qui connaissait le système. Un travail de l'intérieur. Benjamin se retourna vers la nurserie, la mâchoire serrée. Il avait fait confiance trop facilement. Encore une fois. Plus d'interviews, dit-il froidement. Plus de presse. À partir de maintenant, tout reste confidentiel. Nous creusons plus profondément, discrètement. Quelqu'un a pris mon fils et je vais le retrouver. Et quand vous l'aurez fait? Demanda Daniel. La voix de Benjamin tomba à un murmure. Je ne le perdrai plus. Parce qu'une fois était insupportable. 2 fois le détruirait. Les jours passèrent dans un brouillard d'anxiété et de berceuses murmurées. Anna dormait à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage baigné de larmes du milliardaire à la télévision. Le père du bébé, dormant paisiblement dans ses bras. Elle commença à faire des recherches. Chaque article, chaque vidéo, chaque reportage sur Benjamin Moore. Elle apprit qu'il avait 35 ans. Un milliardaire de la tête. Verf, connu pour son esprit vif et son attitude distante. Jusqu'à la naissance de son fils Noah. Alors, tout avait changé. Il y avait aussi des photos de Benjamin tenant Noah lors d'événements caritatifs, de lui poussant une poussette à travers Central Park sous l'œil vigilant de la sécurité. Et quand Anna zooma sur l'une de ces photos, son cœur se serra. C'était le même visage, même joue ronde, même petite cicatrice au-dessus du sourcil, même bracelet. Son Noah à lui. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à prétendre que c'était temporaire. Elle devait faire quelque chose. Quand elle entendit parler d'un gala de charité auquel Benjamin assisterait, un événement annuel pour les hôpitaux pour enfants, elle entrevit une lueur de possibilités. Pas une confrontation, pas une confession, juste une chance. Une chance de voir s'il reconnaîtrait son fils. Elle emprunta une robe à une amie du restaurant et arriva devant le lieu juste avant la fin de l'événement. Elle n'osa pas entrer. Au lieu de cela, elle se tint près de l'entrée de service avec Noah dans ses bras, emmitouflé dans un manteau doux et un chapeau, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. Le moment arriva plus vite qu'elle ne s'y attendait. Benjamin sortit, flanqué d'assistants et de gardes du corps. Il avait l'air épuisé mais toujours puissant. Sa présence était indéniable. Il regarda autour de lui, distrait par son téléphone. Et puis ses yeux se posèrent sur elle. Non, sur Noah. Il s'arrêta net. Son visage devint blanc. Tout le reste s'estompa. Sa sécurité, le bavardage, le bruit. Tout son corps se pencha en avant, comme s'il essayait de combler la distance entre eux par la seule force de sa volonté. Noah, murmura-t-il. C'était à peine audible. Mais Anna vit comment ses genoux fléchirent légèrement. La façon dont ses mains tremblaient. La panique la submergia. Elle se retourna et s'éloigna. Vite, trop vite. Madame, attendez, appela quelqu'un. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle fila dans la ruelle, le cœur dans la gorge, le bébé dans les bras. La honte et la peur la tenaillaient. Elle ne vit pas l'homme avec une oreillette noter discrètement son numéro de plaque d'immatriculation. Le lendemain après-midi, on frappa à sa porte. Anna ouvrit pour trouver 2 hommes élégamment vêtus encadrant une 3e silhouette. Benjamin. Sa présence emplissait le couloir, plus grand qu'elle ne s'y attendait, ses yeux plus froids en personne, mais aussi indéniablement brisés. Il entra avant même qu'elle ne puisse parler. Au moment où il vit le bébé dormir dans le couffin, quelque chose se brisa en lui. Il s'approcha lentement de Noah, tomba à genoux et toucha la main du bébé avec révérence, comme s'il craignait que le moment ne s'évanouisse. Noah remua, cligna des yeux et sourit. C'était comme voir un homme revenir à la vie. « C'est mon fils » murmura Benjamin. « C'est lui. » Anna déglutit difficilement. Son corps tremblait. Il se leva lentement et se tourna vers elle. « Depuis combien de temps l'avez-vous » ? 5 jours, murmura-t-elle. La voix de Benjamin se tendit. « Et vous n'avez pas pensé à appeler la police ou la presse. Vous l'avez juste gardé. » « Je ne savais pas qui il était au début, balbutia-t-elle. Une femme l'a laissé au restaurant où je travaille. Elle a dit que quelqu'un était après lui. Elle m'a supplié de n'appeler personne. Décrivez-la. La trentaine, cheveux mouillés, l'air terrifié. Elle était partie avant que je puisse demander quoi que ce soit. » Benjamin expira, arpentant la pièce maintenant, ses poings se serrant et se desserrant. « Et quand vous avez vu les nouvelles, je l'ai reconnu. Le bracelet. Je savais que c'était lui. Mais je ne savais pas quoi faire. J'avais peur.
Je pensais que si quelqu'un de dangereux le cherchait, peut-être qu'il n'était pas non plus en sécurité avec la police. Et vous pensez qu'il est plus en sécurité avec une serveuse qui joint les deux bouts difficilement. Anna Tresslet. Je ne l'ai pas gardé pour le voler, dit-elle doucement. Je l'ai gardé en sécurité. Je l'ai aimé. Benjamin se figea à ces mots. La pièce tomba dans le silence. Il l'étudia maintenant, non plus comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui avait fait partie de la vie de son fils quand il ne le pouvait pas. Noah gazouilla joyeusement depuis le couffin. « Vous l'avez nourri » demanda Benjamin doucement. « Change » tenu dans vos bras. Je suis resté éveillé toutes les nuits. Dit Anna, les yeux embués. Je ne savais pas qui il était, mais je savais qu'il comptait. La mâchoire de Benjamin travaillait en silence. Je pensais l'avoir perdu pour toujours, dit-il. Et puis je le vois, tenu par une étrangère, souriant comme si de rien n'était. Des larmes picotèrent ses yeux. Je devrais vous détester, ajouta-t-il. Mais ce n'est pas le cas. Anna ne répondit pas. Son cœur se brisait, même si elle savait que ce moment viendrait. Benjamin prit une profonde inspiration. Je dois le ramener à la maison, dit-il. Mais je veux tout savoir. Depuis le début. Elle hocha la tête. Et tandis qu'il soulevait Noah dans ses bras, son fils s'agrippant à son col, posant sa tête contre la poitrine de son père, ce n'était ni la rage ni le ressentiment qui emplissaient la pièce. C'était quelque chose de tout à fait différent. Le début d'une confiance fragile et incertaine. Cela ne prit pas longtemps. Une fois Noah rentré sain et sauf, dormant dans son propre berceau sous l'œil vigilant de la sécurité privée, Benjamin se mit au travail. Non pas comme un père endeuillé, mais comme le stratège calculateur et implacable qu'il avait toujours été. Il avait besoin de savoir pourquoi, qui avait pris son fils, et pourquoi il l'avait laissé à une étrangère. Son équipe technique examina les enregistrements de sécurité du restaurant, les rues avoisinantes, les bases de données de reconnaissance faciale. Et finalement, ils la trouvèrent. Camila Torres. Elle avait été la nounou à domicile de Noah pendant plus d'1 an. Les vérifications d'antécédents n'avaient rien révélé d'inhabituel. Elle était venue avec des références élogieuses et une présence attentionnée qui avait poussé Benjamin à lui faire confiance plus qu'il ne s'y attendait. Mais elle avait disparu la nuit où Noah avait disparu. Maintenant, Benjamin savait pourquoi. En creusant plus profondément, il découvrit quelque chose d'alarmant. Le frère de Camila, Diego, avait un casier judiciaire. Activité de gang, blanchiment d'argent et des liens présumés avec un réseau de trafic qui avait récemment refait surface. Tout s'emboîta comme un verrou qui se ferme. Camila avait découvert un plan. Pas un enlèvement accidentiel. Pas une rançon qui avait mal tourné. Une deuxième tentative. Quelqu'un, peut-être même Diego, avait prévu de reprendre Noah. Mais cette fois, pas pour le protéger. Pour le vendre. La poitrine de Benjamin se serra alors que les implications se précisaient. Camila devait l'avoir découvert. Et au lieu de faire confiance à la police, ou à Benjamin, elle s'était enfuie. Mais pourquoi Anna? Cette réponse vint des images de surveillance à l'extérieur du restaurant. Camila, paniquée et trempée, se tenait près de l'entrée, berçant Noah dans le panier. Elle regarda frénétiquement autour d'elle jusqu'à ce qu'elle voie Anna à travers la fenêtre, nettoyant les tables avec une concentration tranquille. Elle marqua une pause. Elle observa. Anna sourit doucement à un sans-abri qui entrait pour demander un café. Elle le lui donna gratuitement. Camila fit son choix. Quelqu'un de gentil. Quelqu'un d'assez modeste pour être invisible. Quelqu'un qui se cacherait avant de remettre le bébé à un système. Elle s'avança sous la pluie et se dirigea vers la lumière. Benjamin resta assis en silence après la fin des images. La douleur dans sa poitrine n'était plus seulement du chagrin. C'était de la gratitude. Camila avait tout risqué. Elle avait choisi de ne pas lui faire confiance. Mais elle avait fait confiance à quelqu'un comme Anna. Et Anna avait été à la hauteur de cette confiance. Quand son chef de la sécurité demanda quoi faire ensuite. Retrouver Camila? Impliquer la police? Benjamin secoua la tête. Non, dit-il doucement. Elle l'a sauvée. Et elle avait choisi exactement la bonne personne. La maison était calme ce soir-là, baignée dans la chaleur dorée d'un éclairage tamisé. Dehors, le jardin s'étendait largement sous les étoiles. Et le bourdonnement lointain de la vie urbaine semblait appartenir à un autre monde. À l'intérieur du domaine Moore, le rire était revenu. Doux, innocent et plein de vie. Noah venait de s'endormir après son bain du soir. Il serrait son éléphant en peluche préféré dans une main,
l'autre cherchant encore instinctivement les doigts d'Anna jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin. Anna se tenait sur le pas de la porte de la nurserie, observant son visage paisible un instant avant de refermer doucement la porte. Elle se retourna pour trouver Benjamin qui attendait dans le couloir, 2 verres de vin rouge à la main. « Tu mérites bien ça, » dit-il en lui en offrant un. « Tu as été incroyable avec lui. » Anna hésita, puis le prit, ses doigts effleurant les siens. Ils se dirigèrent vers la véranda, l'espace préféré de Benjamin maintenant. Elle donnait sur le jardin arrière, où des guirlandes lumineuses scintillaient comme des lucioles dans les arbres. La pièce n'était que verre et silence, mais ne semblait jamais froide quand ils y étaient ensemble. Ils s'assirent l'un en face de l'autre sur un canapé crème moelleux, les verres à vin posés sur la table entre eux. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Puis Benjamin rompit le silence. « Il te cherche avant n'importe qui d'autre, » dit-il doucement. « Même moi. » Le cœur d'Anna se serra, non pas de culpabilité, mais de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qu'elle n'avait pas osé nommer. « J'étais tout ce qu'il avait, » murmura-t-elle. Benjamin hocha la tête, baissant les yeux sur le vin dans sa main. « Je n'étais pas là. J'aurais dû l'être. Je pensais avoir construit une forteresse autour de lui. J'avais la meilleure sécurité, les meilleurs plans. Mais j'ai oublié la chose la plus importante. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il leva les yeux, son regard calme mais intense. « Oh, l'amour, » dit-il simplement. « Un amour réel, présent, patient. » La gorge d'Anna, c'est Noah. Benjamin continua, sa voix basse et vulnérable. « Après la mort de Célia, je me suis renfermé. Je me suis concentré sur le travail, les chiffres, le contrôle, des choses que je pouvais gérer. Je n'étais pas vraiment avec lui. Pas comme j'aurais dû l'être. Toi, tu l'étais. Je n'ai rien fait de spécial. » Dit Anna rapidement, les yeux piquants. « Si, tu l'as fait, » répondit-il. « Tu es resté. Tu n'as rien demandé. Tu lui as lu des histoires. Tu l'as fait rire. Tu l'as fait se sentir en sécurité. Et tu m'as fait ressentir quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » Elle leva les yeux, surprise. « Je ne suis pas seulement reconnaissant que tu aies sauvé mon fils, » dit Benjamin, la voix plus rauque maintenant. « Je suis reconnaissant parce que tu m'as sauvé moi aussi. » Les mots restèrent suspendus entre eux comme une promesse fragile. Anna ne savait pas quoi dire, alors elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle sourit, doucement, les larmes aux yeux, et laissa une larme couler sur sa joue. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Ce n'était pas un conte de fées. Mais à ce moment-là, c'était quelque chose de réel, quelque chose de nouveau, une famille qui commençait à peine. Le soleil était bas dans le ciel, peignant le monde de teintes dorées alors qu'il plongeait derrière les collines. Le champ tranquille s'étendait largement sous la douce lumière, parsemé de fleurs sauvages et du faible scintillement de la rosée s'accrochant encore aux herbes hautes. Au centre de tout cela se trouvait une couverture à carreaux, un panier de pique-nique et le son des rires. Petit, vif et contagieux, Noah se dandinait dans l'herbe, poursuivant une bulle qui flottait juste hors de portée, ses bras potelés tendus. Ses éclats de rire résonnaient dans l'air, plein de joie, plein de vie. Derrière lui, Anna était agenouillée, soufflant doucement un autre flux de bulles dans le vent. Ses yeux pétillaient en le regardant, son cœur plein d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quelques semaines auparavant. Benjamin se tenait à quelques pas de là, les bras croisés, un léger sourire jouant sur ses lèvres alors qu'ils les regardaient tous les deux, la femme qui était entrée dans son monde brisé et y était restée, et le fils qu'il avait failli perdre mais qu'il tenait maintenant plus fort que jamais. Noah se retourna brusquement et courut vers Anna, manquant de trébucher sur ses propres pieds avant de tomber dans ses bras avec un cri ravi. « Maman !» cria-t-il, enfouissant son visage dans son épaule. Anna se figea un instant, puis ses yeux s'emplirent de larmes, et elle le serra plus fort, incapable de dire un mot. Benjamin s'approcha doucement, s'asseyant à côté d'eux sur la couverture. Il prit délicatement la main d'Anna dans la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Elle le regarda, les yeux encore humides. Il sourit doucement. « Penses-tu qu'un petit bébé abandonné pourrait vraiment réunir 2 cœurs brisés ?» Anna regarda Noah, qui somnolait maintenant paisiblement sur ses genoux, puis de nouveau Benjamin. Sa voix était calme, sûre. « Noah n'a pas été abandonné, » dit-elle. « Noah a été trouvé, et moi aussi. » Benjamin hocha la tête, sa prise sur sa main se resserrant très légèrement. Alors que le ciel se teintait de nuances de rose et d'ambre, ils restèrent assis tous les 3 ensemble, enveloppés de chaleur, de quiétude,
de quelque chose qui ressemblait à un foyer. Et tandis que la dernière lumière du jour embrassait l'horizon, Benjamin se pencha et déposa un doux baiser sur le front d'Anna. Aucun mot ne fut prononcé, mais dans cette étreinte, sous le ciel qui abritait leur seconde chance, une promesse fut faite, tacite, indestructible. Quoi que demain n'apporte, ils y feraient face ensemble. Dans un monde où tant de gens sont perdus, parfois, être trouvé est le plus grand miracle de tous. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant abandonné, c'est une histoire de guérison, de seconde chance, et de la façon dont l'amour, calme, inattendu et imprévu, peut rassembler ce qui était autrefois brisé. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où nous vous apportons des récits vrais et inoubliables qui nous rappellent à tous la beauté de la gentillesse, de la résilience et du pouvoir de l'amour. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, gardez espoir, restez humain et gardez votre cœur ouvert.